moi, je connaissais Paprika Film. On avait travaillé ensemble. Ils ont vu mon premier court-métrage. Ils m'ont proposé de développer un long-métrage ensemble. Je leur ai proposé un scénario sur lequel ils m'ont dit que ça, leur avis n'était pas finançable pour un premier film en France, que j'avais déjà coécrit avec quelqu'un en Italie avant. C'était un projet italien qui avait été produit, puis ça s'était arrêté, etc. Enfin bref, c'est une longue histoire, une très longue histoire, une histoire de 7 ans cette fois-là aussi. Mais j'étais très très jeune quand j'avais démarré ça. Et, euh, et du coup, je leur ai proposé juste en fait, dans un rendez-vous avec le producteur, il m'a dit, est-ce que tu n'aurais pas autre chose? Et moi, j'avais cette histoire-là en tête depuis un bon moment. Donc, j'ai raconté comme ça, mais en roue libre, hein, en 2 heures, tous les éléments que j'avais de ces films qui n'étaient pas un film à l'époque, qui était une idée. J'ai signé avec Paprika les développements de ce film au départ. J'avais commencé à écrire un premier synopsis et puis on a commencé tout naturellement à travailler ensemble avec Malison à ce moment-là. Bah, en fait, justement, c'est drôle qu'on regarde la fin parce qu'en fait, c'était un peu ça qui te manquait dans l'écriture. Il avait ce début d'histoire, ce palier, ces deux femmes, cette aide-soignante, mais il se posait des questions sur le développement et enfin, on a commencé à travailler ensemble là-dessus sur juste ce qui pouvait leur arriver, sur comment faire finir aussi cette histoire. Ouais. Et à partir de là, on a commencé à écrire le scénario, mais ça, c'était en 2013. C'était en avril, en fait, encore avant, si tu te rappelles, en avril 2013, je suis parti d'abord, et puis Malisson m'a rejoint après une semaine, je crois, un truc comme ça, dans le sud, parce que je ne connaissais pas du tout le sud de la France, mais je savais qu'il fallait que cette histoire se passe dans le sud de la France. Oui, et parce que en fait, le sud, c'est vrai que ça fait penser un peu à l'Italie. Enfin, je veux dire, on peut retrouver des éléments de villes un peu méditerranéennes. Même les contextes sociaux, Oui, la le façon, contexte la façon social. d'habiter l'espace public, les places, les cafés à l'extérieur, enfin, tous ces genres de choses. Et puis, j'avais eu l'occasion de te faire découvrir un peu Cavaillon aussi, Ouais. parce que moi, j'ai de la famille. En fait, là-bas, j'ai une tante, notamment, qui s'appelle Madeleine, une grande tante. Et on est allé chez Personnage Madeleine. extraordinaire. On est allé chez Madeleine, je me souviens, et on l'a même un peu filmé. Enfin, je veux dire, on a un peu pris des éléments de chez elle. Et du coup, on avait la toute première fois, je suis parti plutôt du côté de PACA à cause de ses liens familiales, disons. Ouais. Et ensuite, après ça, on a entamé, et c'est là qu'on avait, par exemple, trouvé un élément qui n'est plus dans le film, mais qui a été juste avant le tournage dans le film, qui était, par exemple, la course camarguaise. Ah oui. Qui était dans le film et qui était assez important en plus. Voilà, parce que en fait, on s'est baladé dans un parc à Cavaillon un dimanche après-midi on a entendu la course et moi j'avais adoré garage payé au père et fils, 2 euros de plus, ce genre de choses. Et c'est les gens de petits détails de vie quand on construit un monde. C'est intéressant, c'est qui est la chose la plus intéressante, en tout cas pour moi dans notre travail, c'est la possibilité de construire un monde. Et c'est très intéressant de pouvoir aller prendre des éléments pour les composer et recréer un monde qui sera le monde du film. Et il faut de la matière, il faut du détail. Du coup, c'est pour ça que même avant d'entamer l'écriture, c'était important d'aller voir ces contextes-là et d'aller un peu pour moi dans le sud de la France. De s'imprégner. Voilà, pour s'imprégner. Ces moments où on va aller parler à des aides-soignantes ou des personnes âgées, etc. Là, c'est quand on est vraiment dans le cœur du dialoguer presque. Non, oui, mais c'est vrai que la façon dont les éléments rentrent dans le travail et ils y restent, c'est difficile à pointer, au sens où, encore une fois, je pense que Malisson a utilisé un bon mot tout à l'heure, c'est s'imprégner, au sens où il y a des choses qui te restent ensuite dedans et ça se trouve, on va les ressortir à une chose qu'on a pu observer, on va la ressortir au tournage en parlant avec une actrice. Oui, c'est sûr. Mais aussi, une image que tu avais employée une fois que je trouvais assez parlante, c'est de dire que voilà, quand on construit un film, on met pas mal de choses. Quand on construit les personnages, on crée tout un monde, toute une backstory, etc.
on crée comme ça cet immense bloc, cet immense iceberg. Et en fait, au final, on ne voit que la pointe de l'iceberg, mais c'est parce qu'il a été nourri de tout un tas de travail, de recherche et avant, en fait. En fait, on a travaillé, du coup, moi et Malisson, on a travaillé 5 ans à l'écriture. Ouais. Et ensuite, pourquoi Malisson est conseillère artistique? Parce qu'elle a fait tous les films avec moi. Elle est venue sur le plateau, elle voyait les choses aussi en montage, elle est passée en montage aussi, m'aider. Donc voilà, c'est un travail vraiment de longue haleine, quoi, qui fait toutes les étapes. Florence Vignon, qui a collaboration au scénario. Qui est créditée comme collaboratrice au scénario. Elle, on l'a rencontrée en 2016, je crois, et on l'a vue 5 ou 6 fois. Et à chaque fois, elle nous a donné des retours très constructifs sur le scénario. Elle nous a vraiment... On était un peu fatigués aussi par l'écriture, et c'est vrai qu'elle nous a redonné un regain d'énergie, parce que c'est pas évident au bout d'un moment de réécrire comme ça plein de fois. Donc, ouais, on s'est vu 5-6 fois et à chaque fois, on suivait ou on ne suivait pas ses retours, mais en tout cas, elle nous a vraiment donné... Mais surtout, elle a fait une chose importante. Elle nous a aidé à repenser la structure. Parce qu'on avait besoin d'un regard extérieur, parce que le film a été réécrit 11 fois. Ouais. Et il y a une fatigue qui rentre dedans, assez énorme. Et il y a surtout, on n'a plus envie peut-être de remettre en question. On sait qu'il y a des problèmes parce qu'on voit les sparadraps. Moi, je me souviens de cette sensation de voir les sparadraps parce qu'on nous dit pendant le financement, non, mais il faudrait un peu plus de ci, un peu plus de ça, un peu plus de ci, un peu plus de ça. Et en fait, on n'a pas forcément envie de le faire. Donc, on met des patchs comme ça. Et puis surtout, on est un peu dérouté parfois par des retours de personnes qui ne sont pas forcément scénaristes. Et c'est vrai que c'est vraiment... c'est reposant et c'est utile d'avoir quelqu'un qui ne va pas juste nous dire ça manque de quelque chose, mais qui va vraiment dire en fait, voilà, mais qui va vraiment nous dire concrètement tu sais, je sais que cette scène t'y tient beaucoup, mais en fait elle a plus tellement raison d'être. Et notamment Florence nous a fait faire une chose, c'est auquel j'étais vraiment très opposé au départ, je l'avoue, c'était de répartir de la structure, de répartir du séquencier. Et ça a été vraiment utile parce que c'est vraiment un refresh, quoi. Et donc, on répare sur un truc, ça redonne un peu envie de voir la structure parce que sinon, les détails nous tuent, en fait. Il y en a trop. Et après, c'est vrai que ça nous a vachement, en tout cas, moi, ça m'a vachement aidé après à être beaucoup plus radical quand je fais des nouvelles versions. Parce que typiquement, le film, on n'a pas arrêté de l'écrire à ce moment-là. Ça, c'était en 2016. Le film, on l'a tourné en 2018 et jusqu'à la toute fin, on a continué à le réécrire, en fait. Même jusqu'à la prépa, on a continué à le réécrire. On dit souvent que c'est 5 ans d'écriture, mais c'est pas 5 ans qu'on a passé à écrire que 2, en fait. Hein, sinon, on ne serait pas là. On serait mort de faim depuis un moment. Moi, maintenant, j'arrive à en vivre de mon métier, mais c'est vrai que pendant longtemps, moi, j'étais journaliste, en fait. Le scénario, c'était quelque chose que je faisais à côté. Et moi, à l'époque, j'étais premier assistant et en 2015, je pense que je ne travaillais pas sur autre chose, alors que pendant les années d'écriture de deux, j'ai travaillé à d'autres projets, on a travaillé à d'autres projets, on avait écrit un court-métrage ensemble et j'ai écrit un court-métrage qui ensuite a été financé, réalisé, etc., qui s'appelle La Bête. Oui. Et, du court-métrage qui était toujours produit par les mêmes producteurs, par Paprika Film, et court-métrage qui était vraiment issu de... en fait, c'est un sorte de spin-off. J'ai un projet gigantesque de long métrage, c'est même une trilogie qui ne verra probablement jamais le jour parce qu'elle est très coûteuse. Mais j'avais très envie de tourner parce que c'est ça la difficulté, c'est qu'on passe tout le temps à développer, écrire notamment des notes d'intention, écrire des dossiers, réécrire des dossiers, réécrire des scénarios et des dossiers. Mais je sais que tu avais très envie aussi d'avoir quelque chose qui soit plus dans l'action. Oui, mais moi je voulais tourner surtout. J'ai besoin de tourner. Moi, j'ai tourné. Je disais à mes producteurs, si je ne tournais pas, je crève. Ça a été un crève. Je ne sais pas, c'est la vie d'un film, vous savez, on part avec des envies et puis on se prend dans la tranche la réalité productive. La réalité productive, pour être tout à fait honnête, c'est que le film a reçu un financement important de la part de Luxembourg.
qui nous a permis de faire le film, parce que sinon, même avec l'avance sur recette et l'aide de la région Occitanie, on n'arrivait toujours pas à faire le film parce qu'on n'avait pas une chaîne. Parce que les chaînes télé, effectivement, quand on leur dit c'est deux femmes âgées, il y a à l'époque, en plus, Léa n'avait pas encore eu les Césars, qui peut-être nous auraient aidé derrière, mais ce n'était pas encore le cas. Du coup, on n'avait pas des têtes d'affiche, comme ils utilisent ces mots affreux, bankable, même si c'est des actrices extraordinaires, mais apparemment, ça ne finance pas un film. Hein. Enfin, chose que j'ai découverte. Et du coup, comme on a reçu le financement du Luxembourg, il faut utiliser l'argent au Luxembourg. Et tourner sur place, oui. C'était tourner sur place. Et tourner sur place au Luxembourg, ça, c'était un studio. Et en même temps, c'était aussi un choix productif au sens où tourner dans des décors réels, pour bizarre que ça puisse avoir l'air, ça coûtait moins cher. Enfin, ça pouvait coûter même moins cher, ou en tout cas, ça présentait moins des imprévus et des problèmes possibles, notamment parce que, comme en fait, on ne cherchait pas un appartement, on cherchait des appartements, un palier, et pour des raisons productives, logistiques, il faut aussi avoir la possibilité d'utiliser l'étage du dessus, parce que sinon, ce n'est pas possible de tourner, déjà à cause de la vie des voisins qu'on va entendre tout le temps, et puis on a besoin de HMC, de tout ce qui va avec un tournage. Et du coup, prendre 4 appartements sur 4 semaines et avoir la coprio, le syndic et tout ça qui va avec, j'ai poussé très, très longtemps pour y arriver, mais on a fait des simulations budgétaires et tout, et du fait qu'on n'avait jamais trouvé les bons lieux encore. Oui, pour commencer, c'est pas tant le tournage, le fait de tourner en studio qui a changé quelque chose au scénario, parce qu'au final, on avait toujours eu cette image des 2 appartements, ce palier. Enfin, on avait même une maquette pendant qu'on écrivait avec exactement comment devaient être faits les appartements. Donc, je pense que ça aurait été pas impossible, mais compliqué à retrouver dans le réel. Mais par contre, c'est vrai que ce qui a pu changer par rapport au moment du tournage, c'est le fait qu'on ait tout simplement dû enlever certains décors du film. Et par exemple, le début du film qui devait commencer normalement à la plage, avec pas mal de séquences de plage, c'était plus possible parce que ça nécessitait toute une logistique pour aller à la plage, tourner à la plage, etc. Et du coup, on a condensé ça au parc, en fait. C'est dans ce sens-là où c'est sûr que on a dû faire des concessions par rapport au scénario écrit et trouver des solutions pour résoudre les contraintes de production. Quand vous avez eu des retours négatifs, est-ce que les refus ont été motivés, ont été argumentés? Parce qu'on sait que le cinéma, c'est à la fois très lent et puis il y a des soudaines accélérations. Mais cet aspect-là a toujours été présent. Comment il a été perçu? Est-ce que pour vous, c'était un facteur d'accélération ou de ralentissement? Vous dites la question du thriller, la question du thriller et du genre, le fait que vous soyez la page, aussi... vous voulez dire un financement. Tout à fait, ouais. Je me suis frotté pendant des années à l'incompréhension totale de cet élément. Mais vraiment, c'était assez saisissant pour moi pendant le financement, parce que c'est drôle, je parlais de ça et on m'a même dit, peut-être tu ne devrais pas en parler de ça parce que les gens ne pigent pas. Ça les confond et ça ne te permet pas de comprendre exactement ce que tu veux faire. Alors que pour moi, dans mon esprit, c'était d'une clarté, mais alors, on ne peut pas être, il n'y a pas une chose qui était plus claire dans ma tête que ça, depuis même avant d'écrire le scénar. Enfin, moi, j'ai commencé à penser au film avec l'idée de faire un thriller sur une histoire d'amour entre deux femmes âgées. Parce que, tout simplement, dans mon esprit, c'est la juste façon. En fait, encore une fois, très bien, les genres sont des codes, sont des outils aussi, du coup. Parce que le spectateur a des attentes et on peut jouer avec, parce que le spectateur connaît comment ça se passe. Et du coup, on n'utilise pas que notre film et notre histoire, mais aussi toutes les autres histoires qui ont été faites comme ça. Et ça, c'est très utile, notamment, enfin, ça a toujours été question de cet amour, de le représenter de la façon la plus complexe possible. L'amour, c'est un sentiment très complexe. Notamment, dans cette histoire-là, il y a beaucoup de choses qui ont à voir avec l'obsession, le désespoir, l'angoisse, les manques qui s'expriment parfois dans la solitude de la nuit, par exemple. Et les thrillers, quoi de mieux
Et ensuite, il y a une autre raison plus scénaristique, je dirais. En fait, il y a toujours la volonté de ne pas utiliser les flashbacks. Donc, sachant que c'est une histoire des personnes âgées et c'est une histoire qui remonte dans le temps. Donc, on savait depuis le départ qu'on avait tout un tas de questions qui venaient du passé. Mais moi, je ne voulais surtout pas, et on était bien d'accord sur ça, utiliser les flashbacks et je voulais faire vraiment un fil compact. Parce que c'est ça, les flashbacks, non, comment dire, rend la structure toujours un peu, voilà, la fragmente, et c'est un autre geste, quoi. Et du coup, comment utiliser les informations sans utiliser les flashbacks? Les thrillers vivent de la gestion des informations. Je veux dire, tous les thrillers est construit et est fait sur quelle information je garde pour moi, quelle information je ne donne pas au spectateur et à quel moment je la donne. Et surtout, ça fabrique une chose. Ça fabrique une fois, et ça a été André Castet, hein, ça a été vraiment le grand travail d'écriture, ça, à part, en plus de la retenue. Quand une information arrive, ce n'est pas qu'une information, ça déclenche l'émotion. Parce que justement, les codes du thriller nous aident à construire ça et le spectateur est habitué à ça aussi. Enfin, joue avec nous dans ça. Et donc, voilà. Mais ça a ralenti les financements. Je pense que oui, on a voulu beaucoup travailler sur les attentes que peut avoir le spectateur. Et du coup, comme on faisait ça, on travaillait par exemple sur des ellipses très fortes, où on travaillait, par exemple, je pense à ce moment où quand Madeleine revient de l'hôpital, enfin, je veux dire, entre le moment où Nina l'a vue à l'hôpital et le moment où Madeleine revient, tu as juste ce cut sur l'ascenseur comme ça, et c'est une ellipse très forte, on ne sait pas ce qui s'était passé entre les deux. Enfin, nous, c'était de cette façon-là qu'on ajoutait des éléments un peu de surprise. De garder les spectateurs un peu en arrière. De garder un peu en arrière. Après, c'est vrai que pendant le financement, quand on expliquait... quand on faisait des descriptions très très détaillées de scènes où il n'y a pas de dialogue, on disait ah mais faut élaguer. Faut élaguer, on s'ennuie. Au contraire, rajouter un peu d'émotion, de dialogue. Et du coup, il y a vraiment des choses qu'on a mises parce qu'on nous le demandait, mais en n'étant pas sûr de pouvoir les garder au final. D'ailleurs, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas gardées parce qu'on avait l'impression qu'on nous demandait de justifier un peu cette histoire d'amour qui pour nous pouvait passer par juste voilà, une scène où deux femmes s'embrassent dans la nuit, on voit très bien leur amour et il n'y a pas besoin d'en faire des tartines en fait. C'était pas facile à... Mais c'est vrai que c'est une vraie question, celle de comment un projet est perçu sur le papier. Oui, et comment il est perçu. Et comment il est ensuite... Enfin, je veux dire, il y a plein de scènes qui sur le papier peuvent ne pas être formidables, mais qui ont un potentiel cinématographique important. Et c'est toujours assez compliqué de faire passer ça et de rendre ça compréhensible aux lecteurs, aux financeurs, etc. Et du coup, c'est vrai que moi, l'expérience de deux m'a permis de comprendre aussi que parfois, on doit écrire un scénario pas comme on voudrait écrire. Moi, personnellement, j'ai tendance à écrire un scénario avec 250 000 détails, toutes les choses que j'imagine déjà de la scène, puisque j'imagine beaucoup. Et j'ai appris que ce n'est pas la bonne stratégie. Je crois que dans toute la fabrication d'un film, je pense que c'est peut-être la partie que j'aime le plus, le repérage. Enfin, qui me donne le plus de plaisir. Parce qu'il y a une chose, c'est quand les projets commencent un peu à se concrétiser, être réel, quand on parle repérage, ça veut dire qu'on commence à mettre la main dessus. Et puis tout est possible encore et on rêvasse et c'est formidable. Moi, j'adore faire des repérages. Mais c'était pourquoi ces images-là? Parce que c'est plutôt que celles de, je ne sais pas, de 2018 ou de 2017. C'est parce qu'il y a les envies au début du film. Donc, c'est que dans ma tête, c'était l'imaginaire, comment dire, l'arène imaginaire dans laquelle le film allait se passer. En gros, je pense environ 6 semaines avant le tournage, j'étais convoqué et la possibilité de reporter le tournage du film a été envisagée. Et, sauf que ça faisait 6 ans qu'on était dessus et moi, personnellement, dans ma vie, je ne pouvais plus accepter, d'un point de vue existentiel, hein, tout simplement, d'attendre. Et du coup, ma réponse au producteur, ça a été
il nous manque combien, je vais vous dire le montant, mais il nous manque combien, ok, vous me dites qu'est-ce que je dois faire, je ferai le film avec moins d'argent, avec l'argent qu'on a. Ils ont été fous parce qu'ils ont pris sur eux un risque et nous, on a pris un beau risque aussi. Et en gros, on s'est retrouvé à 4, moi, Malisson, le directeur de production et les chefs opérateurs. Et on s'est dit comment on économise les montants qui m'a été demandé d'économiser. Et ça a été fait des 3 côtés. Du coup, le directeur de production nous a énuméré les jours de tournage qu'il fallait qu'on coupe. C'était 7 jours de tournage à moi. Parce que le film a été tourné en 31 jours. Et ensuite, avec les chefs opérateurs, on a renoncé à des matériels et des options techniques. Par exemple, on a renoncé aux caméras car, par exemple. Vous savez, la voiture, quand on fait un caméra car, on a une voiture travelling, on a plein de choses. On a renoncé à tout cela. On a renoncé au plafond technique en studio. En fait, nous, on tournait dans un studio, mais comme si on était dans un appartement. On devait... Vous savez, quand on tourne dans un studio, on prépare tous les studios, on éclaire tout, et puis on peut bouger comme on veut. Nous, on n'avait pas l'argent pour faire ça. Du coup, en fait, à chaque fois, il fallait, quand on change d'axe, changer tout, ce qui est une perte de temps. Je me suis engagé auprès du directeur de production pour ne pas faire des heures sup, parce qu'on n'avait pas l'argent pour. Il fallait penser à comment réduire ce budget sans que ça ait trop d'impact non plus sur la cohérence du film, parce qu'au bout d'un moment, il y avait quand même le risque de faire n'importe quoi quand on coupe comme ça des scènes au dernier moment. Oui. Donc, on a regroupé certaines scènes ensemble. C'est une des choses qu'on a fait, mais on s'est dit, OK, il faut faire un vrai choix fort. Et du coup, c'est là où on a décidé de couper toutes les séquences à la plage. En fait, le film s'ouvrait sur ces séquences à la plage. On était en extérieur, on était avec Nina et Madeleine. Je crois qu'il y avait Nina qui apprenait à Madeleine à nager. Il y avait des choses comme ça. On a coupé les 7 premières séquences du film. Et c'était aussi tout le moment où il y avait le générique, etc. Et pourquoi ces séquences-là étaient dans le scénario? C'est parce qu'après, on allait être dans un huis clos. Donc, on avait envie que le spectateur se sente enfermé ensuite. C'était quelque chose qui était pensé depuis pas mal de temps comme ça. Et quand on nous a dit qu'il fallait couper, on a dit, OK, on va repenser les choses. On va se concentrer sur la ville où les 2 personnages sont enfermés. Et Filippo était tombé sur ce parc qui était superbe, à Sommières. Avec son chef-op, ils avaient vu ces allées d'arbres, ce fleuve à côté. Et c'est vrai que du coup, l'idée est venue d'utiliser ça et pour la scène d'ouverture et pour ensuite aussi les autres scènes de rêve, entre guillemets. Exactement, c'est ça en fait. Le principe, c'est comment je retrouve mon envie dans l'espace donné. Au sens où je sais qu'on ne pourra pas changer de décor. Je sais qu'on a besoin, pour regrouper tous les tournages dans les jours qu'on a, on doit concentrer tout dans un petit espace. On ne peut pas, parce que si on allait tourner à la plage, d'ailleurs on devait tourner à cette magnifique plage qu'il y a à Gruisson, oui. Où il y avait une scène dans le parking. Vous savez, les gens laissent les voitures, je ne sais pas si vous connaissez, dans cette énorme esplanade, on a l'impression d'être au Nevada, aux États-Unis, et on voit un peu les montagnes derrière. Et moi, j'adorais ça parce que ça faisait penser ça faisait rêver d'un ailleurs. Et même, il y avait toute une scène qui s'est passée dans la mer où, en fait, on avait l'impression que Madeleine s'était noyée. Et l'idée, c'était de mettre la caméra vraiment dans les vagues et de faire vraiment une scène de thrilling, mais presque des films d'action, et commencer comme ça et faire respirer au spectateur. Mais vraiment, dans ma tête, c'était les sels, l'eau, les vents, tous ces éléments, mais très, 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 très forts, très matériques, je ne sais pas comment dire, même au son. Il y avait tout un son des cigales, il y avait de la nature, il y avait tout un tas de choses. Pour ensuite l'étrangler dans le huis clos. Les paris scénaristiques et de mise en scène, c'était les plus forts on ouvre, les plus on va ressentir comme un entonnoir, vous voyez, on va mettre ça dans le film. Une fois qu'on va se sentir étroit, comme elle se sent étroite, elle. Et du coup, voilà, et ça a été très douloureux de couper ça, parce que c'était des scènes
enfin, encore une fois, on parlait tout à l'heure du potentiel cinématographique d'une scène. C'était comme ça sur les scénarios, mais en fait, c'était des choses qui allaient avoir. Je crois qu'elles étaient là depuis très longtemps. Et ils étaient là depuis très très longtemps, depuis le départ. Barbara, elle a été impliquée assez tôt dans le projet. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été très utile parce qu'à un moment donné, je ne vais pas dire qu'on a fait du sur-mesure, mais moi, j'écrivais en pensant à Barbara et ça, c'est quand même assez utile. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des choses en ayant conscience que c'était Barbara qui allait jouer le rôle, c'est vrai que ça m'a fait changer, ça nous a fait changer certaines choses sur le personnage. Enfin, quand elle pète la vitre, on s'est dit typiquement, c'est quelque chose, on verrait bien Barbara le faire, alors qu'avant, dans les toutes premières versions du scénario, peut-être que Nina était moins. Nina se faisait claquer la porte au nez, oui, voilà, sans réagir. Elle était moins. Ensuite, quand on commence à fréquenter Barbara, on se rend compte que c'est pas les gens des femmes qui va se faire claquer la porte au nez. Mais ça, du coup, j'en parlais hier avec un journaliste, c'est assez mystérieux ce qui apporte un acteur. Et pourquoi, qu'est-ce qui fait d'un acteur un bon acteur ou un grand acteur dans le cas de Barbara? C'est difficile à dire. Au sens, moi, je crois que c'est une qualité, une caractéristique de la personne, avant les talents, avant la capacité technique. Je veux dire, bien sûr, il y a beaucoup de travail, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi cette chose-là qui est une énergie qui certaines personnes ont et certaines personnes n'ont pas. Et c'est cruel, mais je pense que c'est vraiment la réalité. D'essayer de comprendre quelle est cette énergie-là et comment on va pouvoir s'en servir pour nourrir les personnages. Et nous, effectivement, comme disait Malisson, comme on a eu un long financement, ça a été dur à financer les films, au moins ça nous a permis de retravailler les scénarios aussi en fonction, en connaissant les actrices. C'est vrai que Madeleine, nous, on s'est longtemps imaginé que voilà, c'était une femme qui avait voulu toujours essayer de lier les apparences et sa vraie personnalité, qui n'avait jamais voulu s'affirmer totalement. Et qui du coup était restée dans ce mariage avec cet homme qui la maltraitait pas. Ça, c'est un truc les gens par contre ont mal compris ça. On parle pas d'une femme qui a été maltraitée par son mari, on parle d'une femme qui aimait pas son mari tout simplement et qui du coup ça créait des tensions dans leur couple forcément. Mais enfin, c'était ça qu'on s'était imaginé sur le personnage de Madeleine. Et c'était une femme du coup très avec des goûts un peu un peu bourgeois et en même temps qui avait tout un côté très libre qui s'exprimait pas. Et la maladie, pour elle, c'était plutôt un déclencheur de tout ça. C'est-à-dire qu'au moment où elle se retrouvait prisonnière de son corps, en fait, de ne plus pouvoir s'exprimer, etc., c'est là où elle avait cette volonté de ne pas se laisser abattre, d'essayer de surmonter tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir aussi dans ma vie. Les personnes qui sont qui d'un coup sont handicapées comme ça par un AVC ou par autre chose, il y a comme un switch dans leur caractère aussi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ouais, c'est quelque chose d'assez fort et qu'on a voulu mettre dans le scénario. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'elle a suggérées aussi qu'elle a... Je pense que déjà, on a fait des lectures avec elle avant d'aller sur le tournage. Donc, elles ont autant Barbara que Martine, elles ont. Mais aussi Léa. Léa était vraiment formidable. Léa, je pense que c'est parmi tous nos acteurs, c'est celle qui a eu le plus d'échanges aussi avec nous. Des remarques, oui, sur les narratifs. Mais Barbara et Martine, c'est vrai qu'elles ont beaucoup aussi travaillé ensemble. Je me souviens d'un dîner où tu étais là, où on était tous les quatre, où elles ont beaucoup échangé sur leur rapport, sur leur perception de l'amour, sur leur perception Mais même avant, moi je me rappelle le premier dîner qu'on a fait à trois, la première fois qu'elles se sont rencontrées, au bout de 20 minutes, je crois, elles parlaient des détails, j'étais moi et elles deux. Et ils parlaient des détails assez précis de leur vie intime, de leur vie amoureuse, des histoires d'amour vraiment. De leur déception aussi. Oui, et du coup, j'étais dans un endroit assez étrange d'entendre ces deux femmes parler des choses.
c'était clair que je n'étais pas censé les entendre, mais c'était bien que je les entende parce que ça m'a servi ensuite. Moi, je sais que la première fois que je les ai vus danser, Martine et Barbara, je crois que c'était le premier jour de tournage, peut-être. On l'a fait exprès. Ouais, c'était le premier jour de tournage où ça a été c'était un peu étrange parce que je crois qu'elle commençait à s'appréhender un peu et moi, elles m'ont fait pleurer. C'est la première fois où je les ai vues danser, où elles faisaient la danse sur chariot, c'était... Mais parce que, c'était drôle. Mais ça, c'était aussi une volonté. Ce qui m'intéressait, c'était de les aider à briser la glace. Parce que comme elles devaient jouer ensuite plein de séquences quotidiennes, je voulais qu'elles s'embrassent, qu'elles se touchent avant pour qu'elles connaissent l'une le corps de l'autre. Bien sûr. Et ça, c'était très important. Et c'est vrai que c'était un moment assez fort aussi qu'on avait imaginé pendant tellement d'années. C'était ça aussi qui était très touchant. Muriel est une actrice extraordinaire pour moi. Enfin, moi, j'étais très heureux. Dès qu'on l'a vue, on a tout de suite dit j'étais très heureux quand j'ai reçu... on en parlait avec Valérie Pangrazzi, la directrice de casting d'Occitanie. Quand elle m'a envoyé les fichiers vidéo avec les essais de Muriel, déjà, les personnages s'appelaient déjà Muriel et je trouvais ça génial. Mais enfin, c'est bête, hein, mais on a fait comme ça. Mais il était parfaite. Et je trouve que c'est une actrice qui a cette caractéristique de l'ambiguïté très, très forte. Je pense qu'elle peut être à la fois très bonne en comique et très inquiétante. Quand on parlait tout à l'heure des codes du genre et de comment les attentes, on peut jouer avec les attentes du spectateur. Et ça crée à la fois une distance par rapport au film parce qu'on sait que c'est du cinéma et à la fois, ça engage le spectateur. Évidemment, je crois que quand on pense à un personnage d'aide-soignante qui pourrait devenir un peu dangereuse, on pense à Misery, on pense à Kathy Bates. Et du coup, nous, on en a profité de ça, c'est conscient. Enfin, je veux dire, on voulait que les spectateurs aillent à l'esprit tous ces pans de cinéma et du coup, toute cette possible direction narrative qu'on ne va pas emprunter. Parce que c'est drôle, mais par rapport au genre, plusieurs fois, il m'est arrivé sur le plateau de dire aux actrices, et là, ça va être une scène de guerre, mais à notre petite échelle. Et là, ça va être une scène de western, mais à notre petite échelle. Et là, ça va être une scène de cambriolage, mais à notre petite échelle. J'avais ces running gags de notre petite échelle à l'échelle des 2 appartements. Carrément, mais vraiment, le film a été construit sur plusieurs points de vue. On part avec le point de vue de Madeleine, on bascule sur celui de Nina. À un moment donné, au moment de l'AVC, on bascule sur le point de vue de Nina. Et après, au moment où Nina devient un peu trop intrusive, on prend le point de vue de Muriel, et un tout petit peu. Et après, quand Anne découvre la vérité sur sa mère, là, on bascule un peu du point de vue d'Anne. Puis ensuite, on revient sur le point de vue de Nina. On a vraiment construit... Mais c'est surtout la tripartie. C'est 3 parties. C'est Madeleine, Nina... Et un petit passage du point de vue d'Anne au moment où on doit comprendre, on doit donner au spectateur la possibilité de comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Enfin, on peut être d'accord, pas d'accord, etc. Mais il faut lui donner, comment dire, l'espace pour... Et ça a été très intéressant. On parlait tout à l'heure des apports des comédiennes. Ça a été pour moi très intéressant d'échanger avec Léa à ce sujet. Léa Drucker est une actrice, je trouve, très lucide. Par rapport aux enjeux de ces personnages et comment et quand est-ce qu'elle aura le temps de faire quoi. Léa, je pense qu'elle c'est celle qui a le plus bouleversé le personnage par rapport à ce qu'on avait en tête à la base. Mais parce qu'elle fait des remarques très très justes, très très précises et qui, enfin, c'est ça aussi qui est intéressant. Nous, on écrit un personnage, mais on ne le verra jamais du point de vue du personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. On va toujours rester dans notre point de vue, qui est un point de vue un peu à vol d'oiseau sur les films, où on voit tout. Alors qu'un acteur, une actrice va lire son personnage et va s'intéresser à ça. Et du coup, va avoir toute une autre lecture. Encore une fois, on fait des choses parce qu'ils nous plaisent. Et parfois, on fait même... c'est drôle comment... par exemple, les plans là du dîner chez Anne avec les reflets de la famille dans la vitre et ensuite Nina qui est à l'extérieur, c'est un plan que j'ai en tête vraiment depuis que j'avais 19 ans.
Et je ne sais même pas pourquoi. À l'époque, je me rappelle, ça me paraissait intéressant pour faire une pub sur les gens qui n'ont pas, sur les inégalités ou un truc comme ça. Mais je ne sais même pas. Et ça reste, et je m'aperçois qu'il change de forme jusqu'au jour où on pourrait ressurgir dans une histoire. Mais c'est sûr que dans le cadre des deux, utiliser le surcadrage, c'était intéressant à plusieurs. En fait, on cherche toujours des façons de faire des images qui sont soit à un premier degré, au premier niveau, soi-disant, je dirais, métaphorique par rapport à… Enfin, comment, pour moi, c'est une vraie question. Comment je montre des mouvements physiques ou des objets ou des choses qui représentent le mouvement mental du personnage et de l'histoire ou de l'émotion que je souhaite provoquer chez le spectateur. Donc, le surcadrage, c'est une histoire des gens qui sont prisonniers dans des cadres, je veux dire, d'un point de vue le plus simple possible. Mais ça, c'est ex post qu'on dit ce genre de choses, mais effectivement, je m'aperçois, bon, il y avait aussi des volontés par rapport à ça, il y avait, mais ça même, c'est à l'origine, quand j'ai commencé à réfléchir au film, pour moi, les dispositifs architecturaux étaient vraiment le cœur de la chose, mais pour des raisons assez simples aussi, parce que ça donnait la possibilité de faire ce genre d'image. Les couloirs, les judas, les portes qui sont toujours fermées, puis qui sont toujours fermées, enfin ouvertes, pardon, et puis qui sont toujours fermées. Un personnage, moi dans ma tête, il y a toujours cette idée d'un personnage qui était recadré à l'intérieur d'un couloir et puis d'une porte. Donc double peine, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ça m'intéressait parce que je me disais, ça raconte exactement ce qui raconte l'histoire. Mais je serais en train de filmer juste un appartement, sans faire, vous voyez, trop. Et donc, j'en viens à la question de l'équilibre et de comment on trouve un équilibre entre l'esthétisation, je dirais, et les envies esthétiques, et l'équilibre du récit et les nécessités du récit, de l'histoire. Et c'est effectivement, je pense, une des choses les plus compliquées à trouver, parce que en fait, on fait aussi ce travail pour faire des images qui nous plaisent et parfois on doit se dire non, 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 je ne vais pas la faire ou je ne vais pas la monter parce que ça va prendre trop de place par rapport à l'histoire. Mais typiquement, les choix qu'on a fait quand ça a été question de couper ces 17 séquences sont allés exactement dans ce sens-là, au sens où on a coupé des scènes dont moi j'avais particulièrement envie, par exemple, et que je pense Marisson aussi, et qui étaient très intéressantes d'un point de vue cinématographique, mais on a toujours choisi de mettre à la première place l'histoire et les personnages. Toutes les scènes que vous avez mises, à chaque fois, c'est des scènes clés, en fait. Et c'est bien, je pense, d'avoir gardé ces moments d'image fortes pour les scènes clés, parce que ça les fait ressortir, en fait. Là, je vois le pressing, je vois le moment où Nina brise la vitre. C'est vrai, c'est toujours des scènes où tu as d'ailleurs, là, c'est là où elle va péter la vitre. On a ce cadre très fort qui ensuite va exploser. Pareil, le pressing, on a ce cadre très fort où elle voit, et ensuite on est à l'extérieur, et là tu passes en caméra à l'épaule, et le cadre explose, quoi. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans comment de lier l'histoire et la forme. Mais c'est à nouveau un principe d'économie, du coup. Oui. Et pour moi, un mot vraiment très important, l'économie. Et aussi, je reviens à cette notion de plaisir et de comment je retiens mon propre plaisir parfois, parce que il est faux. En fait, je crois que faire un film, on est dans une relation avec le spectateur. Et dans n'importe quelle relation, si on prend, enfin, je veux dire, on doit donner. Mais après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de nous, de ce qu'on a, le temps qu'on a mis, etc. Mais après, sur le tournage, il y a énormément de personnes. Bon, déjà, le chef-op, Aurélien Marat, qui nous a suggéré, qui a été un vrai atout. Mais même au moment où il a fallu couper les scènes en prépa, je veux dire, Aurélien, il a été vraiment très, très présent. Laurie Colson, la chef d'éco, elle a amené énormément de choses dans la création du décor. Je pense que l'appartement de Nina et celui de Madeleine sont très réussis.
Et c'est ça qui est beau dans un film. Personne nous dit, personne n'a l'impression que c'est du studio quand on voit le film. Et ça, c'est aussi dû à elle. Elle a amené quelque chose de... Surtout avec les contraintes budgétaires qu'il a eu, il a fait un Ouais, travail assez incroyable. Les albums photos, c'est ses propres albums de famille qu'elle nous a donnés pour le tournage. Ouais. Donc, mais voilà, du coup, voilà. bien sûr, un film, et ça c'est très important à dire, moi j'essaie de le dire à chaque fois que j'ai la possibilité, c'est un travail collaboratif. Quand je commence à travailler à un film, je fais toujours une liste, même pendant que parfois ça précède, parfois c'est pendant l'écriture au scénario, une liste de films références à voir avec les principaux collaborateurs, parce que en fait, on part d'images, donc c'est difficile de verbaliser parfois une chose. Donc, il vaut mieux voir un plan, revoir un film. Avec Aurélien, on a maintenant cette habitude, on voit un film, et parfois, si on le connaît tellement bien, si on ne l'a pas revu depuis un moment, on le voit vraiment, sinon on le voit et on parle dessus. De toute façon, on parle dessus. On se dit, ah, ce cadre-là, regarde ce truc, tu as vu cette zoom, tu as vu comment il... etc. Et on discute, et ça, c'est très important parce qu'on va se créer un vocabulaire partagé qui va être très utile pendant le tournage. Pour lui dire, tu te rappelles ces plans-là d'une giornata particolare? Et lui, il saura de quoi je parle, sans besoin qu'on passe 5 minutes à détailler les pourquoi et les comment. Donc, notamment, donc on avait plein de films, enfin 10 films, je pense que c'était. Une journée particulière d'Ettore Scola, j'ai la liste, hein, Mother et Memories of a Murder, Bong Joon-ho, surtout La conversation secrète de Coppola, qui est mon film fétiche. En fait, notamment, c'est Aurélien qui est venu un jour de nos visionnages, il m'a dit, mais il faut qu'on se regarde Bird de Jonathan Glazer, que je connaissais, c'est un très grand réalisateur. Et effectivement, il y a un plan, mais en fait, les plans qui nous avaient vraiment inspirés, on n'a pas pu le faire parce que c'était dans l'arène des courses camarguaises. Parce qu'il y a un plan génial d'un Bird d'elle au théâtre. Il y a un très long zoom, vraiment, vraiment formidable. Et on voulait faire la même chose, piller carrément, dans notre scène des courses camarguaises, dans le public, et on n'a pas pu le faire, mais effectivement, on aime beaucoup, déjà, on avait déjà un peu envisagé les zooms, moi j'aime beaucoup, et Aurélien aussi, et du coup, bien sûr, on est allé, comment dire, c'est toujours intéressant de voir comment des gens qui sont très doués font les choses, parce que ça va nous donner une bonne mesure. Vous voyez, c'est ça en fait, je crois. On se dit, en fait, c'est ça qui est intéressant. Nous, on a une idée, on a une réflexion en cours, notamment avec Aurélien, on peut avoir des réflexions en cours, et puis on va voir dans des films qui ont pratiqué la même stratégie, comment ça marche et qu'est-ce que ça produit. Et c'est ça qui est très intéressant. Moi, il y a plein de fois où en regardant un film, j'essaie de me noter dans la tête quel effet produit la stratégie employée par le film. Et parfois, parfois aussi un mauvais effet. Hein. Enfin, on se dit, ah, ça c'est raté, ça ne marche pas, il faut que je fasse gaffe de ne pas faire la même erreur. Et ça aussi, c'est un moment très riche, hein, d'échanges avec Aurélien, mais comment on fait avec Malison, un écrivain, on se regarde plein de films, on regarde plein de différences. Non, on avait plutôt regardé aussi Hitchcock aussi en écrivant. Alors que c'est pas du tout une inspiration visuelle, mais par contre au niveau de l'écriture, s'il y a des choses visuelles aussi, au niveau de l'écriture, c'est vrai qu'on avait L'ombre d'un doute ou il y a surtout Psychose. En fait, dans la structure, on avait beaucoup pensé à... Ce qu'on aimait bien dans Psychose, c'était ce côté... à la 30e minute, en fait, le personnage qu'on pensait le personnage principal, c'est pas celui-là, en fait. Lui, il le tue carrément. Nous, il le tue, nous on a été plus gentils. Ça, moi, je suis vraiment un très grand fan de la conversation secrète. Mais pour revenir sur les plans sur Madeleine, sur les zooms, en fait, je pense que ça précède même Bird. Et c'était l'idée qui était aussi dans les notes d'intention. C'était plutôt l'idée... Enfin, bien sûr, Bird, justement, ça a confirmé une certaine idée, mais ça vient, c'est aussi dans l'intention, cette idée de rentrer dans la tête du personnage aussi d'un point de vue perceptif. Du coup, l'idée, c'était ce qui m'intéressait beaucoup, c'était aussi comme ça aboutit à un passage de temps, à une ellipse.
Le fait qu'en rentrant dans son regard, on perd le contexte, parce que c'était l'idée de rentrer aussi dans la perspective de la maladie, d'un point de vue cognitif. Je veux dire, Madeleine a des moments de lucidité dans une mer d'absence, vous voyez, et c'était cette idée de retranscrire aussi cette idée-là, comment on perd les contextes, on se focalise sur ce qu'elle a en tête, et ce qu'elle a en tête, c'est juste son amour, juste Nina, et du coup, comment ces moments surgissent, et comment, en fait, l'idée qui m'intéressait beaucoup, c'était pendant qu'on fait ce zoom-là, à un moment donné, en fait, vous avez remarqué, les sons coupent, et on passe du son de la scène dans laquelle on a commencé au son de la scène suivante, qui est déjà là. Alors qu'on est encore... Et ça permet... Enfin, comment dire, les transitions, c'est quelque chose qu'on travaille de l'écriture, en fait, et qui sont très importantes, parce que c'est ça qui va tisser les rythmes et la perception que les spectateurs aura du film. Et je pense que si on ne travaille pas de l'écriture, c'est difficile de se rattraper. Enfin, je crois que c'est vraiment une des choses fondamentales en écrivant et que je trouve assez sous-estimée dans le travail. C'est comment, déjà, en écrivant, on doit, je crois, imaginer la façon dont une scène va se transférer dans l'autre et y amener quelque chose, et y amener une tension. Et ça s'est fait par l'image, mais en concevant parfois en amont l'image et les sons. Typiquement, on ne parle jamais, je trouve, assez du son au cinéma. Comment les transitions sonores dans deux sont des choses qui ont été longtemps pensées et qui nourrissent aussi la réflexion sur les plans. Typiquement, et je reviens du coup, je fais une boucle, par rapport à la conversation secrète et au mouvement de la caméra qui se désolidarise des personnages, c'est très intéressant parce qu'on a les sons. Sans le son, ou sans la musique, dans le cas du plan que vous avez montré, on ne pourrait pas se permettre autant ce genre de choses. Alors que l'effet que les sons lient ce mouvement-là, puisse continuer à faire exister la scène, nous donne une liberté en fait, et nous permet de travailler encore une fois avec ce qui pour moi est vraiment capital, avec leur chant. Parce que, juste en fait, quand je quitte un personnage, c'est un geste. Et ça permet au personnage, enfin en tout cas ça c'est la chose qu'on peut souhaiter, d'exister mieux dans la tête du spectateur, parce qu'on va le laisser plus libre. Non, c'est un des vrais sujets du film, je veux dire, c'est même une des raisons pour lesquelles moi j'ai eu envie de faire un film sur des personnes âgées, c'était de montrer un corps âgé de façon honnête, avec les rides. D'ailleurs, c'était une des choses fondamentales, c'était de trouver des actrices qui ne se sont pas retouchées. Et ça, je vous dis, c'est pas facile, à cet âge-là. Et du coup, l'effet, en fait, c'était ça. L'effet d'aller très près à ces corps, de se mettre vraiment, comment dire, à la distance la plus proche possible pour en faire de ces corps l'expérience au spectateur. Aussi, je dirais, une chose qui me vient à l'esprit comme ça, c'est nous, on voulait que ces films parlent à tout le monde, aussi à des personnes qui n'ont pas les mêmes, je dirais, orientations sexuelles de nos personnages. Et je me souviens que j'ai donné une réponse, les deux actrices ne sont pas homosexuelles, les deux. Et ça a été question à un moment donné. Ils m'ont dit, enfin Martine en particulier m'a dit un jour, mais je ne suis pas sûr comment on va faire. Et moi, je lui donne une réponse comme ça, d'emblée. C'est, Martine, qu'est-ce que tu veux? Un corps, c'est un corps. Une épaule, c'est une épaule. Une partie de peau, un morceau de peau, c'est un morceau de peau. Tout est exactement humain de la même façon. Donc, l'amour, ça s'est fait avec un corps dans ces... Enfin, vous ne faites pas l'amour à tout un corps, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, oui et non. Et du coup, je pense que ça vient aussi un peu de cette envie-là, comment dire, de rendre universelle leur histoire d'amour par l'universalité de leur corps.
Et puis, parfois aussi, on fait, encore une fois, je donne toujours la même réponse qui est la plus bête possible. On fait des choses parce qu'on le sent, notamment les pieds, parce qu'on se dit que c'est la bonne façon de les faire. Puis j'ai l'impression aussi qu'il filmait les pieds. Ouais, je pense aussi qu'une des choses qui nous a attiré beaucoup dans cette histoire d'amour, c'était on ne voulait pas raconter une histoire d'amour naissante. On voulait pas raconter la passion de quelque chose qui naît, mais au contraire la tendresse et la quotidianité, voilà, un amour qui a duré des années. Et ce qu'on voulait toucher, c'était plus de l'ordre de la tendresse. Et je pense que dans le fait de voir filmer les pieds, on voulait parler plus d'intimité, de complicité. Voilà, c'était ça aussi c'est un geste plus quotidien. C'est un geste plus quotidien, c'est un geste plus humble. Voilà, c'est les pieds, c'est pas quelque chose qu'on montre tout le temps. Mais en même temps, vous voyez, encore une fois, tout à l'heure, j'utilisais plusieurs fois l'expression à notre petite échelle. C'est un peu la même chose. C'est comment, encore une fois, les concepts d'économie est très important, était très important tout le long du film, du processus. Comment, avec le moins possible, comment on part d'un amour en filmant deux pieds qui se marchent l'un à côté de l'autre. Cette idée de réduire au maximum l'ampleur du signal pour qu'il soit intense, je crois.